Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. Sud Radio, présidentielle 2022. La vérité en face. 9h34, la vérité en face de tous ces mots dans les discours politiques qui claquent, qui clashent un petit peu partout. Charlotte Heusin est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous. Professeur de communication politique à Sciences Po Lille et auteur de ce livre Funambule, le discours politique décrypté aux éditions du Rocher. Bonjour Charlotte Heusin et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. C'est vrai qu'il y a de quoi faire quand on voit cette campagne présidentielle. Alors certains disent pas de débat, donc c'est vrai que c'est un peu pauvre. C'est dommage, mais du point de vue de la communication politique, en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire, clairement. Oui, le contexte est tellement inédit, on n'avait tellement pas imaginé que la campagne se passerait dans ces conditions, avec évidemment cette guerre en Ukraine qui vient bousculer complètement le timing de campagne des candidats, que justement les discours de campagne font face à cette concurrence en fait avec l'actualité internationale et doivent vraiment traverser le bruit médiatique pour émerger. Donc leur force et leur vitalité est d'autant plus nécessaire dans cette période. Est-ce qu'on avait déjà atteint ce niveau de dureté dans des mots ou de clash, de mots qu'on avait l'impression de ne jamais avoir entendu? Notamment sur le fameux Macron assassin, on en parlait tout à l'heure, effectivement. Ou le mot boucher de Biden, de Joe Biden, sur Vladimir Poutine, par exemple. Oui, alors je pense que c'est quand même une tendance de fond, cette violence qui irrigue le discours politique. Il y a plusieurs raisons qui sont invoquées. Le fait de devoir justement exister sur la scène médiatique, de traverser ce bruit médiatique pour atteindre les électeurs en cherchant le clash, la petite phrase qui fait mouche. En effet, ce qui est tangible là dans ce début de campagne, c'est qu'on a un certain nombre de candidats qui sont extrêmement radicaux, en tout cas qui jouent la radicalité et qui donc poussent pour le coup le curseur au maximum. Et c'est vrai qu'hier, cette foule qui scande Macron assassin, même si encore une fois, Éric Zemmour a pour le coup dit ne pas avoir entendu en tout cas en direct ce qui s'était et ne pas du tout cautionner ce genre de formule. Il n'empêche que dans un discours, et en plus c'était très intéressant parce que ce discours du Trocadéro était pour le coup beaucoup plus posé, beaucoup plus rationnel. Il n'y a pas eu de sortie de route, il n'y a pas eu de sortie très cash alors qu'il nous avait habitués à ce genre de posture. Néanmoins, c'est la foule finalement qui reprend cette tendance et on voit qu'elle est relativement inéluctable dans cette campagne. Pourquoi ce terme de funambule? C'est le titre de votre ouvrage pour parler de ces discours politiques et de ce choix des mots de la part des politiques. C'est-à-dire qu'ils sont en permanence sur un fil. Oui, je crois qu'à la fois on a tous, en écoutant les hommes politiques dans les émissions, mais aussi lors des meetings, lors de leurs déplacements de campagne, on a à la fois une forme d'admiration parce qu'ils sont en effet face à des foules qui leur sont pas toujours favorables. Ils sont vraiment sur le fil des mots en essayant d'être parfaitement équilibrés dans la façon de s'adresser aux Français. Et en même temps, je pense qu'on attend quelque part parfois la chute. Il y a cette forme de voyeurisme qu'on a tous et qui est énormément reprise sur les réseaux sociaux. Et puis par ailleurs, dans cette idée de funambulisme, il y a l'idée de danger. Et je crois que ça, c'est quelque chose dont on se rend de plus en plus compte. Les hommes politiques se mettent en danger parce que la moindre sortie de route est scrutée de façon extrêmement forte par les électeurs, par les journalistes, par l'ensemble aussi des militants. Et c'est cette mise en danger en permanence qui peut à la fois être valorisée et en même temps qui génère aussi beaucoup de défiance. Et qui se joue beaucoup via les réseaux sociaux. Vous en parlez dans votre ouvrage, c'est un rôle de plus en plus important que tiennent ces réseaux sociaux, alors dans les campagnes, la campagne présidentielle actuellement, mais au jour le jour finalement dans la vie politique. Oui, c'est à la fois un outil extrêmement puissant pour viraliser les discours, pour les faire passer au plus grand nombre. Et en même temps, c'est un outil qui ne permet pas le moindre faux pas, puisque tout est transmis en direct et commenté en direct par tout le monde. Donc c'est peut-être la donnée majeure avec l'émergence des chaînes d'information en continu qui a complètement transformé les campagnes par rapport à ce qu'on connaissait au début de la Ve République. Mais vous dites transformer les campagnes, mais aussi transformer les candidats, parce que les candidats doivent se réinventer. Emmanuel Macron, on a tendance à penser, alors on avait voté pour l'homme en 2017, et là il faut qu'il se réinvente. Marine Le Pen, c'est un peu la même chose. Il y a du renouveau quand même. Oui, je pense que c'est très intéressant sur les candidatures d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Là, ce qu'on voit, c'est que ce sont plutôt des candidatures de position
plutôt que des candidatures de programme. Ils proposent des positions sur l'échiquier politique, mais finalement leurs mesures... De légitimité, vous voulez dire ? En tout cas, de façon de préempter certains électorats, donc en choisissant des mesures qui sont assez symboliques, mais on va pas dans le détail de leur programme. Et d'ailleurs, il faudra sans doute attendre le meeting de ce week-end d'Emmanuel Macron pour comprendre véritablement ce qu'il veut dire derrière des mesures un peu emblématiques, mais dont on comprend pas exactement le fond, comme le RSA. On voit qu'il y a eu un certain flou ces derniers jours autour de ce qu'il avait proposé. Donc, des candidatures qui permettent de les positionner sur l'échiquier, mais qui ne vont pas vraiment dans le fond des programmes, mais en même temps, justement, les candidats qui vont dans le fond des programmes sont pas très audibles. On voit bien que c'est le cas, par exemple, pour Valérie Pécresse, qui a un vrai programme, mais qui finalement n'émerge pas, n'imprime pas dans le débat public. La question aussi qui joue avec les chaînes d'information en continu, avec les réseaux sociaux, c'est qu'il faut en permanence envoyer du flux, de la parole, finalement, parler en continu, et avec toujours, alors je reprends la formule du funambule, c'est-à-dire que d'un côté, on peut choisir de parler en permanence, de l'autre, on peut choisir de se taire et de raréfier au maximum sa parole. C'est une question qui se pose beaucoup parmi les politiques. Oui, c'est vrai que cette posture du silence, notamment du silence présidentiel, a été très utilisée par les présidents tout au long de la Ve République. Je pense que les Français sont très attachés à cette posture de surplomb, de dignité du président qui ne s'exprime pas sur tout, qui prend du recul, qui prend de la hauteur. Est-ce que c'est encore une posture tenable à l'ère actuelle où, quand on ne s'exprime pas, on laisse finalement ses opposants prendre la lumière, prendre l'audience, prendre toute la place sur l'échiquier, et donc ça oblige de plus en plus les candidats comme le président à avancer sur des sujets qui sont parfois pas vraiment les leurs, ou en tout cas un peu déconnectés de la fonction présidentielle et de la vision pour rentrer dans le dur et sur le terrain. Ce qu'on leur demande aussi. Donc c'est un équilibre extrêmement compliqué à trouver. Est-ce que finalement, sur ce point-là, ce que met en avant Emmanuel Macron, ce qu'il avait mis en avant lors de sa conférence de presse, l'expérience finalement, le seul à avoir l'expérience, le seul à vouloir aller dans la continuité, ce côté d'essayer d'embarquer quand même encore les gens avec le on, avec le nous, est-ce que c'est ça aussi qui lui permet de percer un peu plus par rapport aux autres? C'est ce qui avait clairement fonctionné en 2017. Là, il essaye en effet de garder cet élan et cette vitalité. On voit que ça fonctionne pas tout à fait aussi bien, aussi parce qu'il a moins de temps à consacrer à cette campagne et que pour l'instant, il a choisi de faire les choses de façon beaucoup plus rationnelle avec cette conférence de presse très longue dans laquelle il rentre dans le détail des mesures, mais dans laquelle il propose pas vraiment de vision très, très emballante de ce nouveau quinquennat. S'il est réélu, je pense que justement le défi pour lui, ça va être de ne pas transformer sa réélection, si c'est bien le cas, en une 6e année de quinquennat. Il va falloir qu'il crée ce nouvel élan, et on voit que dès aujourd'hui, alors qu'il est... c'est là où c'est peut-être un peu dur en ce moment pour lui, non ? Absolument, parce qu'il doit à la fois montrer qu'il est l'homme de la situation dans une période inédite de l'histoire de la France et de l'Europe avec ce conflit géopolitique en Ukraine, et proposer quand même une nouvelle page, un nouveau quinquennat qui s'ouvre avec de nouvelles idées, un nouvel élan, une nouvelle vitalité, et on voit que pour l'instant il a du mal à manier les deux. Alors d'un côté, il y a les grandes candidatures entre guillemets, de l'autre il y a les plus petites, là encore, alors je mets de gros guillemets bien sûr, mais quand on est un candidat avec une moins grande exposition, alors là on est sur les temps de parole à égalité parfaite, on le disait tout à l'heure, mais quand on a une moins grande exposition d'habitude dans les médias, comment on arrive quand on est considéré comme un petit candidat avec des intentions de vote plutôt faibles pour justement prendre la parole de manière efficace et imprimer finalement son rythme? Oui, je pense qu'il y a donc vraiment quelque chose qui se joue autour du sens de la formule. De petits candidats ont vraiment réussi pour le coup à émerger dans les médias et dans le débat public grâce à ça. Je pense notamment à Fabien Roussel, qui est pour le coup sûrement un des meilleurs exemples de se parler franc, cash. On sent qu'il y a beaucoup de préparation dans ses discours, dans ses interviews, et ce sont justement ces formules qui traversent, qui atteignent les électeurs. Donc il y a vraiment toute une réflexion autour du discours et de la façon dont il est façonné. Et puis je pense aussi que la façon dont on transmet aujourd'hui les images des meetings compte énormément. On voit bien à quel point est-ce que ça peut
influencer ou en tout cas faire voter les gens jusqu'au dernier moment, d'avoir ces images très léchées de meetings réussis avec des foules qui scandent les noms, qui sont pleines d'élan et d'enthousiasme pour les candidats. Donc, et ça, pour le coup, ils peuvent tous le faire, puisqu'on a vu des meetings très réussis, et même s'il y a 20 000, 15 000, 20 000 personnes, les images peuvent suffire à donner cette impression d'élan et d'enthousiasme. Vous dites qu'ils peuvent tous le faire, ensuite il faut avoir le charisme pour le faire, ou la possibilité, il y en a qui se sont pris les pieds dans le tapis. Pour revenir sur Fabien Roussel, est-ce que finalement ce qui joue pas en sa faveur, c'est la sincérité du candidat, voilà, où on a l'impression que tous les sujets sont un peu brûlants, juste de dire qu'il aime la gastronomie française, ça a fait une espèce de polémique, mais ce qu'on aime chez lui, c'est sa sincérité. Oui, complètement. Oui, je pense que la carte de la spontanéité, de la proximité, le fait qu'on voit qu'il y a en effet une vraie sincérité dans sa façon de s'exprimer joue énormément face à des candidats qui sont beaucoup plus lisses, beaucoup plus polissés. C'est ce qu'on peut reprocher à Emmanuel Macron, à Valérie Pécresse. Donc je pense qu'il y a une vraie place pour un candidat sur cette thématique-là. C'est aussi la carte que joue Jean-Luc Mélenchon depuis des années maintenant, avec ses traits d'humour qui créent évidemment une connivence qu'on n'arrive absolument pas à atteindre avec les grands candidats qui ont malgré eux cette distance liée aux habits du pouvoir, à la veste du président, de la présidente de région. Et on n'arrive évidemment pas au même résultat avec les Français. Et on parlera notamment de cette question de la sincérité dans un instant et du rapport à la vérité, parce que ça aussi c'est quelque chose d'important dans les discours politiques, effectivement. Restez avec nous, vous voulez poser vos questions, bien sûr. Est-ce qu'il y a des discours qui vous ont emporté? Est-ce qu'il y a des mots que vous trouvez violents? Est-ce que finalement cette violence, vous la trouvez banale, presque banale, ou elle vous choque? Appelez-nous 0826 300 300, on vous attend au standard. Sud Radio présidentielle 2022. La vérité en face. La vérité en face à ces mots que vous entendez, dont vous ne connaissez pas forcément ou ne mesurez pas forcément l'impact, qu'ils ont souvent choisi dans les meetings ou les discours politiques. Voilà, pour en parler ce matin, Charlotte Eusin est avec nous, professeure de communication politique à Sciences Po Lille et auteur de ce livre, Le Funambule. Et le mot, pour le coup, est très bien choisi, le discours politique décrypté aux éditions du Rocher. Oui, alors très bien choisi, je ne sais pas ces mots, mais en tout cas, ils sont choisis de manière assez précise, ces mots que bien les candidats, par exemple à la présidentielle, vont décider sur un meeting, sur une interview politique. On parle d'éléments de langage en l'occurrence. Comment on différencie d'un côté la vérité, ce qu'il y a la vérité, et de l'autre des éléments de langage qui sont juste là pour convaincre et qui n'ont pas forcément un lien à 100% avec la vérité? Oui, alors c'est vrai que ces éléments de langage, ils sont faits pour rendre une proposition ou un discours plus impactant. Donc, en ce sens, ils peuvent déguiser un peu la pensée profonde du candidat, puisque ça permet souvent au moins de simplifier et de rendre plus puissant un message. Mais je pense que le sujet, il n'est pas tant sur cette question de vérité, là pour le coup, concernant les éléments de langage, que sur l'extrême préparation qui parfois enlève toute spontanéité. Oui, parce que là-dessus, c'est vrai qu'on a des équipes assez nombreuses. C'est vraiment, pour le coup, c'est là où il y a beaucoup de travail qui est effectué en amont, justement, avec des équipes pléthoriques qui sont chargées de la communication, de savoir quel mot il faut utiliser, quel mot impacte le plus, finalement, les Français. Tout à fait, avec des plumes et des communicants qui travaillent pendant plusieurs semaines sur les grands discours, notamment de campagne. Mais ce qui pose peut-être problème, c'est la répétition de ces éléments de langage ensuite d'émission en émission ou d'interview papier en interview papier dans les journaux, c'est le cas aussi. Et là, ces mots finalement sont dévitalisés, perdent leur sens à force d'être répétés toujours dans les mêmes phrases, dans les mêmes formules, de la même façon. Et je pense que ça crée évidemment une lassitude assez forte chez ceux qui les écoutent. Et qu'en cela, on perd le principe même de ces éléments de langage qui était de créer de l'impact. D'avoir une efficacité. Est-ce qu'il n'y a pas justement un problème de communication, d'essayer de fabriquer des candidats plutôt qu'aller gagner ce qu'on disait tout à l'heure sur la sincérité, d'essayer de rendre des candidats empathiques alors que l'empathie on l'a ou on l'a pas, d'aller sur le terrain aussi, d'aller sur le terrain, on essaye de les faire rentrer dans un espèce de cloisonnement qui est souvent trop petit ou trop large pour eux. Est-ce que c'est pas ça l'erreur? Oui, c'est évidemment une part du problème. Le sujet étant qu'il y a une telle part de risque
politique maintenant à se laisser porter finalement sans cadre, sans discours, sans note face à une foule, face à dans un meeting ou dans une interview. Les candidats craignent tellement la sortie de route qui va ensuite prendre beaucoup de place sur les réseaux sociaux, qui va ensuite cannibaliser leur campagne parce que pendant 3 jours on ne parlera que de cette formule malheureuse ou de ce mot sorti de son contexte, qu'ils ont besoin de ce carcan de discours. Et je pense qu'en effet, c'est le serpent qui se mord la queue, puisque ce carcan les enferme dans un rôle qui est souvent loin de leur personnalité et qui n'est pas forcément convaincant pour les Français. C'est-à-dire que c'est rassurant pour eux d'une certaine manière. En termes de communication, quand vous regardez un petit peu la campagne présidentielle là, depuis quelques jours, quelques semaines, c'est quoi les mots finalement, les thèmes qui vous marquent particulièrement ? Il y a en effet différents thèmes qui sortent du lot. Il y a tout ce thème autour du pouvoir d'achat qui a pris beaucoup de place dans la campagne. Donc ça, pour le coup, les candidats à part Macron, s'en sont énormément emparés. Emmanuel Macron, pour le coup, lui, conserve une ligne autour de la sécurité, du fait de protéger les Français. Donc une posture très régalienne sur laquelle il a évidemment raison de jouer, puisque il est là le chef de file de l'Europe dans cette guerre contre l'Ukraine, en tout cas sur le lien qu'il crée avec Vladimir Poutine. Donc on voit en effet qu'il y a des champs lexicaux finalement très alors qui sont pas forcément contradictoires, mais qui jouent sur des sujets très différents, qui s'opposent. Et d'ailleurs, on comprend que ça crée un espèce de flou, puisqu'il n'y a pas de ligne directrice très claire, de sujets qui émergent complètement parmi tous les candidats, parce que ces sujets s'entrechoquent. Et qu'il faut pouvoir, dans un même débat, on verra d'ailleurs si c'est le cas dans les prochains jours, faire coexister ces différentes thématiques. Est-ce que la thématique de la femme présidente, il y a beaucoup de candidates, Anne Hidalgo qui dit qu'elle est une femme ferme, Marine Le Pen qui parle de mère de famille. Est-ce que finalement c'est des sujets qui sont assez nouveaux forcément, parce qu'il y a de plus en plus de candidates, mais est-ce que ça a un impact ? C'est vrai qu'à la fois, je trouve qu'il y a vraiment un paradoxe sur la place des femmes dans cette campagne, puisqu'à la fois on a en effet des femmes candidates pour les grands partis, pour le Rassemblement National, le Parti Socialiste, donc et les Républicains, donc des femmes qui sont en tête pour le coup dans le débat public. Et pourtant, les sujets femmes sont aussi de manière assez forte préemptés par les hommes, notamment Emmanuel Macron qui a dit qu'il reconduirait le sujet de l'égalité homme-femme comme étant grande cause de son quinquennat s'il était réélu. C'était déjà le cas en 2017, avec des résultats sûrement à nuancer, mais en tout cas, il avait décidé de le faire. Ce qui est, je trouve, extrêmement flagrant, c'est que le discours porté par les femmes n'imprime pas véritablement dans cette campagne. Moi, j'y vois plusieurs causes. Je pense qu'à la fois, on n'est pas encore complètement habitué, même si c'est incroyable de dire ça, au fait de voir des femmes à ce niveau de responsabilité sur la scène nationale. D'ailleurs, les critiques qui sont faites sont souvent des critiques, en effet, sur leur voix, sur la façon dont elles bougent sur scène, et il y a sûrement, rationnellement, des reproches à leur faire sur ces sujets. Néanmoins, ça touche vraiment, pour le coup, à leur genre. Et il y a sûrement encore un besoin d'habituer l'opinion publique à avoir des femmes à ce niveau et avec ces ambitions nationales. Dans votre ouvrage également, vous parlez d'autre chose, du rapport entre les politiques et les journalistes. C'est assez intéressant. En gros, journalistes alliés ou ennemis du candidat, quoi. C'est un peu l'idée, avec cette métaphore de le paradigme de l'huître et du citron. Ça veut dire quoi exactement, ça ? Ouais, ma conviction, c'est que le journaliste politique est vraiment le citron qu'on pose, qu'on vient mettre sur l'huître, qui vient acidifier, donner toute sa saveur finalement au discours. Et je crois que dans cette campagne, c'est plus vrai que jamais, puisqu'en fait, il y aura très peu de débats entre les candidats. On attendra celui du second tour, mais le fait est que le temps s'est raccourci, qu'il y a une campagne très courte et donc aucun débat ou très peu. Donc
le journaliste politique est plus que jamais au cœur de l'échiquier pour faire comprendre les discours, pour challenger les candidats, pour faire connaître les programmes. Et donc, il doit être à la fois, évidemment, dans une posture de dialogue ouvert et en même temps dans le challenge de chacun des candidats de façon très ferme, parce qu'on en a besoin pour faire vivre le débat démocratique si ce challenge n'a pas lieu entre candidats. Avec, c'est aussi une question parce que d'un côté, on a des hommes politiques qui sont, hommes ou femmes, hein, bien sûr, qui sont de plus en plus critiqués, et de l'autre, hein, les médias aussi, les journalistes qui sont critiqués assez largement. Donc, c'est une position compliquée pour les deux, en l'occurrence. Oui, je trouve que d'ailleurs la place des journalistes politiques dans cette campagne est assez complexe. On voit d'ailleurs la connivence qu'avait essayé de créer Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse, en sortant à certains moments de son discours pour s'adresser aux journalistes. On voit en revanche hier, lors du discours du Trocadéro, ces séquences dans lesquelles Éric Zemmour, de façon implicite, mais attaque les journalistes qui ne le voient pas du tout accéder au second tour de façon assez virulente. Donc on est dans un rapport, et lui-même ayant été journaliste politique, donc tout ça évidemment fait système. Donc on est dans un rapport extrêmement complexe et néanmoins plus nécessaire que jamais, il me semble, pour cette campagne. Merci beaucoup en tout cas, Charlotte Euzin, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Funambule, le discours politique décrypté. C'est aux éditions du Rocher. Merci à lire, vous. très et très bonne intéressant. journée. Merci beaucoup.